Bienvenue dans Tranche de vue, le podcast où je vous embarque dans mes aventures du quotidien avec une petite particularité. Je ne vois presque rien, mais je croque la vie à pleines dents. Je suis Lise Wagner, experte en accessibilité chez Okinea. Je suis non-voyante, mais ça ne m'empêche pas de foncer, d'explorer et surtout de rire de toutes les situations absurdes ou inattendues que je rencontre. Ici, on parle de défis, de découvertes, de galères parfois, mais toujours avec une bonne dose d'humour et d'autodérision. Mon objectif est de vous montrer que, handicap ou pas, la vie est pleine de surprises et mérite d'être savourée tranche après tranche. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle tranche de vue. Aujourd'hui, on va aborder un droit fondamental, le droit de vote. Enfin, quand je dis droit fondamental, encore faut-il pouvoir l'exercer dans de bonnes conditions. Commençons par un peu d'histoire. Le suffrage universel a été instauré pour la première fois en France en 1792. Bon, ok, il y a eu un peu des retours en arrière, mais finalement, il s'est imposé en 1848. Quand on dit universel, en fait, pas tant que ça. À l'époque, il n'était réservé exclusivement aux hommes. Les femmes ont dû attendre presque 100 ans de plus et n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944. Et puis, il a fallu attendre encore près de 75 ans pour que les personnes handicapées sous tutelle puissent elles aussi jouir de ce droit. Mais avoir le droit, c'est une chose. Pouvoir l'exercer pleinement et dans de bonnes conditions, c'en est une autre. Se renseigner sur les candidats, se rendre dans son bureau de vote, choisir son bulletin, entrer dans l'isoloir, glisser son bulletin dans l'urne et signer la liste d'émargement. Pour la plupart des gens, tout ça paraît évident. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'ailleurs, selon l'étude Homer, la plus grande étude sur le handicap visuel menée en France, 2/3 des électeurs concernés sont obligés de se faire accompagner pour voter. Et près d'une personne déficiente visuelle sur 5 a déjà renoncé à voter uniquement à cause de son handicap. La première fois que j'ai voté, à l'âge de 18 ans, c'était dans le village où j'ai grandi, une toute petite commune d'à peine 200 habitants. Autant vous dire que l'accessibilité, à l'époque, ce n'était vraiment pas un sujet pour moi. J'étais avec mes parents et nous habitions à peine quelques dizaines de mètres de la mairie. Je me souviens d'ailleurs que dans cette toute petite mairie, accessible par un grand escalier, une entrée de plain-pied avait été aménagée à l'arrière du bâtiment. Comme quoi, même dans un tout petit village, on peut y penser. Quand je me suis installée durablement à Lyon, j'ai dû m'inscrire sur les listes électorales à la mairie de mon arrondissement. J'ai eu du mal à trouver l'entrée du bâtiment, que je ne connaissais pas vraiment. Mais une fois à l'intérieur, le parcours a été plutôt fluide grâce à un accueil humain efficace. Depuis, j'ai changé 3 fois d'arrondissement et j'ai dû recommencer la procédure à chaque fois. Et à chaque fois, la difficulté était toujours la même, trouver l'accès au bâtiment. Aujourd'hui, la plupart des mairies d'arrondissement de Lyon sont équipées de balises sonores à l'entrée et franchement, ça change tout. Une fois qu'on est inscrit sur les listes électorales, encore faut-il savoir où on vote. Et cette information, elle figure sur la carte électorale qu'on reçoit à domicile. Si je veux, je peux la scanner avec une application de reconnaissance de caractère sur mon téléphone. Mais comme la plupart d'entre vous, je suppose, ma carte électorale, je l'ai bien rangée, tellement bien que je ne la retrouve jamais. Alors mon plan B, c'est le site servicepublic.fr. Et bonne nouvelle, la démarche en ligne est plutôt accessible avec un lecteur d'écran. Bon d'accord, il faut créer un compte au préalable, c'est un peu pénible, mais une fois que c'est fait, ça fonctionne. Ensuite, quand les élections approchent, le gros du travail, c'est de se renseigner sur les candidats et leurs programmes. Pour les élections présidentielles, l'information est plutôt accessible. Même sans voir, la radio et la télé offrent pas mal d'opportunités de s'informer. On échappe certes aux campagnes d'affichage, mais finalement, ne serait-ce pas une chance ? Lors des dernières élections présidentielles, je me suis amusée à faire décrire les affiches des candidats par 3 personnes différentes. Eh bien, croyez-moi, leur interprétation n'avait absolument rien à voir. Pour les élections locales, c'est une autre histoire. L'information passe beaucoup par la presse écrite. Personnellement, j'ai tendance à consulter l'actualité via l'application Google de mon téléphone, mais sinon j'utilise beaucoup le localisateur, une appli dédiée aux déficients visuels qui permet de consulter le web dans une version très épurée.
Il y a notamment une rubrique presse régionale qui permet d'accéder très facilement et rapidement à quelques articles. Les candidats doivent aussi fournir une profession de foi au format numérique. Et même depuis 2022, pour les élections présidentielles, législatives et régionales, ces professions de foi doivent aussi être en format FALC, facile à lire et à comprendre. C'est une belle avancée, mais ça ne règle pas le problème pour les personnes déficientes visuelles. Il existe pourtant des recommandations claires sur les tailles de caractères, les typos, les couleurs, les contrastes. Et surtout, proposer un format numérique vraiment accessible est essentiel. Toutes les professions de foi des candidats sont ensuite centralisées sur une page du site du ministère de l'Intérieur. C'est un super outil à condition que les équipes de campagne jouent bien le jeu et fournissent des documents aux normes d'accessibilité. Dans tous les cas, on reçoit aussi les professions de foi sur papier dans sa boîte aux lettres. Généralement, elles arrivent quelques jours seulement avant le scrutin. L'avantage, c'est qu'elles sont souvent accompagnées des bulletins de vote. Ça permet de préparer son vote tranquillement chez soi avec l'aide d'un proche ou avec une bonne appli de reconnaissance de caractère sur son téléphone. Mais évidemment, plus il y a de candidats et de listes, et plus c'est long et fastidieux. Je me souviens des dernières élections européennes, 38 listes candidates. Et après avoir scanné une à une toutes les professions de foi, je me suis rendu compte que les bulletins n'étaient pas dans l'enveloppe. Pour éviter le gaspillage de papier sans doute. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir me préparer un peu mieux, parce qu'une fois dans le bureau de vote, c'était une autre histoire. 38 piles de bulletins, là il fallait vraiment une bonne stratégie pour faire son choix. Se rendre dans son bureau de vote, justement, peut déjà en rebuter certains. Déjà, il faut être sûr de l'adresse. Évidemment, dans mon village de 200 habitants, la question ne se posait pas. La mairie ne risque pas de changer de place avant un long moment. Mais dans les grandes villes, les bureaux changent parfois d'un scrutin à l'autre. J'ai pris l'habitude de vérifier l'adresse avant chaque élection. Et même comme ça, j'ai parfois eu des surprises. Je me souviens m'être retrouvée un jour devant la porte d'une école fermée, complètement désemparée, jusqu'à ce qu'un passant m'explique que, comme l'expliquait le petit écriteau bien en évidence sur la porte, l'entrée se faisait par le côté du bâtiment, dans une autre rue. Il fallait en plus traverser toute la cour de l'école, évidemment sans aucun repère. Traverser de grands espaces pour rejoindre son bureau de vote, c'est d'ailleurs assez fréquent. Les bureaux sont souvent installés dans des écoles ou des gymnases. De vastes lieux, pas toujours évidents à appréhender quand on ne voit pas. Aux dernières élections, j'ai eu une bonne surprise. Une bande de guidage avait été posée entre le portail et la porte du gymnase où je vote. Comme je dis souvent, oui, une bande de guidage, c'est super utile, mais à condition de savoir qu'elle est là d'une part, et ensuite où elle mène. Là, je ne le savais pas, mais le hasard a fait que je suis tombée dessus et je l'ai suivie dans le doute. Et je me suis retrouvée face à un assesseur un peu emprunté qui m'a dit « Attendez, je vais me renseigner pour voir comment je dois faire avec vous. » Moi, j'avoue, un peu perplexe, j'ai répondu « Ne serait-il pas plus simple de me le demander directement ? » Soyons honnêtes, je trouve ça vraiment très positif qu'on parle de plus en plus de l'accueil des personnes handicapées dans les bureaux de vote. C'est vraiment une très bonne chose que les bénévoles soient sensibilisés. Mais j'ai parfois l'impression qu'on oublie de leur dire l'essentiel. Demander à la personne qu'ils ont en face d'eux de quoi elle a besoin. Alors, si ce podcast tombe dans les oreilles de membres de bureaux de vote, ce que je souhaite de tout cœur, j'en profite pour récapituler quels sont mes besoins en tant que personne quasi non-voyante. D'abord, j'ai besoin qu'on se présente, simplement pour savoir à qui j'ai affaire. Parce que je ne vais pas demander la même chose à un assesseur qu'à un simple passant. Ensuite, j'ai besoin qu'on me guide. Il m'est impossible de savoir où aller si je suis seule, même dans un lieu qui me serait familier, car de toute manière, l'aménagement est complètement modifié à cause du scrutin. Pour me guider, rien de compliqué, il suffit de me présenter son coude, et alors, je suis. Vient ensuite le choix du bulletin. Si je n'ai pas pu préparer mon vote à l'avance, je demande alors qu'on me mette les bulletins dans la main, un à un, en me les nommant. Pour préserver le secret du vote, je me fais un repère bien à moi. Je garde le bulletin choisi entre deux doigts ou je lui fais discrètement une petite corne. Il m'est aussi arrivé de compter les bulletins, mais
honnêtement, ce n'est pas très fiable. Ils sont tellement fins qu'il arrive souvent qu'ils soient collés ensemble. Ensuite, j'ai besoin qu'on me guide jusqu'à l'isoloir. Et là, j'entre dedans seul. Oui, seul. Un jour, une assesseuse a insisté pour rentrer avec moi. Alors oui, je rappelle qu'une personne handicapée peut se faire accompagner dans l'isoloir par une personne de confiance si elle en a besoin. Mais c'est un choix, pas une obligation. Et de toute manière, les assesseurs n'ont pas le droit de le faire. Une fois dans l'isoloir, j'ai maintenant pris l'habitude de vérifier mon bulletin une dernière fois avec mon téléphone avant de le mettre dans l'enveloppe. Avec mes écouteurs, bien sûr, pour que ma synthèse vocale n'annonce pas haut et fort quel a été mon choix. Ce serait quand même dommage d'avoir fait tous ces efforts pour en arriver jusque-là et finir par glisser le mauvais bulletin dans l'urne. Autant profiter de ce que nous apportent les nouvelles technologies, et même si ça prend quelques secondes de plus. Quand je ressors de l'isoloir, j'ai encore besoin qu'on m'accompagne. D'abord jusqu'à l'urne pour y glisser mon enveloppe, et jusqu'à la table d'émargement. En général, cette étape se passe plutôt bien. Les bureaux de vote sont tous équipés d'un guide signature. C'est un petit cadre en plastique qui permet de signer dans la bonne case sans déborder. Ensuite, il ne reste plus qu'à sortir. Et là encore, j'apprécie beaucoup d'être accompagnée jusqu'au bout. Lors des dernières élections, à la sortie du bureau de vote, la gardienne de l'établissement m'a interpellée. Elle voulait savoir si la balise sonore située à l'entrée m'avait été utile. J'ai répondu que oui, elle l'aurait été si la batterie avait été chargée. Je salue sincèrement l'initiative de la ville de Lyon qui a décidé d'installer des balises sonores temporaires devant certains bureaux de vote. Pour tous les lieux qui ne sont pas équipés de balises permanentes, c'est un vrai plus pour le repérage et l'orientation. La prochaine étape, c'est simplement d'ajouter à la checklist des membres du bureau de vote, vérifier que la balise soit chargée et en état de marche. Il y a aussi une question qui revient sur le tapis à chaque élection, les bulletins en braille. Sur le papier, c'est séduisant. Avoir des bulletins en braille permettrait à celles et ceux qui savent le lire de choisir leur bulletin en toute autonomie et avec certitude. Mais évidemment, pour garantir le secret du vote, il faudrait que tous les bulletins soient en braille. Or, pour être lisible, le braille nécessite un papier épais. Au lieu d'avoir des bulletins aussi fins que des papiers à cigarette comme on en a l'habitude, on se retrouverait avec un véritable carton. Pas très écolo tout ça. Une alternative que j'ai déjà vue ponctuellement, c'est de mettre des étiquettes en braille devant les piles de bulletins. Braille et caractère imprimé évidemment. Sinon, il n'y aurait pas grand monde pour vérifier que l'étiquette correspond bien au contenu de la pile. Et puis, il y a aussi des choses très simples à mettre en place. Elles ne changeraient peut-être rien pour des gens comme moi qui ne voient rien ou presque. Mais elles pourraient bien sûr aider toutes les personnes dont la vue baisse mais qui voient encore suffisamment pour lire. Par exemple, déjà, imprimer les bulletins avec une typographie bien lisible, très contrastée et suffisamment grande. Disposer les bulletins sur une table ou une nappe sombre crée aussi un contraste visuel très utile. Bref, parfois, améliorer l'accessibilité, c'est vraiment pas sorcier. Une solution qui pourrait aussi vraiment faciliter la vie de beaucoup de gens et même les opérations de vote, ce serait la mise en place du vote électronique. Pour le moment, en France, tout est bloqué de ce côté-là. Mais avouez-le, ça éliminerait quand même pas mal d'obstacles. Et vous, quelles sont vos expériences de vote ? Avez-vous déjà renoncé à voter faute d'accessibilité ? Avez-vous observé des bonnes pratiques qui mériteraient d'être généralisées ? Racontez-moi. Vous pouvez m'écrire à lise, L-I-S-E, @okinea, O-K-2-E-N-E-A.com. Et surtout, continuons à parler de ce sujet, car un droit fondamental n'en est vraiment un que quand il est partagé par toutes et tous.